Bienvenue pour cette conférence qui n'en est pas une, ou de cette table ronde qui n'en est pas une non plus. En fait, ce moment est un moment relativement simple qui permettra de dialoguer et de discuter avec des artisans de cette restauration. Dans un premier temps, je vais demander à chacun de se dire à côté de moi. J'ai préparé quelques questions afin que chacun nous explique quel a été son rôle, quelles ont été les difficultés rencontrées et comment s'est organisé tout cet immense chantier qui a démarré il y a bien longtemps. Et puis, nous réserverons une dizaine de minutes à la fin. Si vous avez des questions à poser directement, n'hésitez pas ensuite en fin de séance à intervenir pour questionner directement les personnes concernées. Donc il y a 4 personnes qui sont avec nous cet après-midi. Éric Brottier et Vincent Thuillier qui sont les maîtres d'œuvre. Alice Poirin qui était en charge de la restauration du buffet. Et puis Raphaël Coirin qui lui était en charge de la restauration de l'instrument de musique qui se trouve à l'intérieur du buffet. Donc je propose qu'Éric et Vincent s'approchent. Donc Éric est technicien conseil, c'est-à-dire qu'il est expert en orgue et il est par ailleurs organiste dans la région à Juvigny. Donc la première question, c'est tout bête, mais qu'est-ce qu'un maître d'œuvre et quel est le travail d'un maître d'œuvre dans le cadre d'une restauration d'orgue en règle générale? Alors, un maître d'œuvre dans le domaine des orgues, c'est un peu comparable à un architecte vis-à-vis d'un édifice. On ne peut pas confondre le maître d'œuvre avec le facteur d'orgue. Pas le même travail. Dans la bouche, carrément. Les chanteurs. Et donc, les missions que l'État m'a confiées, en l'occurrence pour cet orgue de la cathédrale de Reims, c'est donc un travail effectivement de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que ça commence déjà par une étude approfondie de l'instrument, d'en établir le diagnostic, d'en faire une étude donc assez approfondie, on va revenir un peu sur le contenu de ça, et puis ensuite donc de proposer des solutions techniques et musicales qui permettent donc de rendre à l'instrument tout son lustre. Et il peut y avoir, et c'était le cas ici, plusieurs parties possibles de restauration. Ici, les solutions d'ailleurs étaient tellement larges à imaginer qu'on est arrivé à proposer 11 parties de restauration, c'est vous dire. Et ça, c'est donc dans un premier temps. Et puis dans un second temps, le rôle du maître d'œuvre, c'est d'aider le maître d'ouvrage, c'est-à-dire ici les services de l'État, à consulter des facteurs d'orgue, donc de faire un appel d'offres, donc d'établir pour ça un dossier de consultation des entreprises, ensuite d'analyser les offres qui sont envoyées par des candidats qui donc souhaitent pouvoir faire cette restauration, et finalement suivre ensuite les travaux de restauration du début jusqu'au terme des travaux pour en assurer la réception. Et puis ensuite s'assurer, pendant la période de garantie de parfait achèvement, de suivre s'il y a éventuellement des aléas qui se produisent sur le fonctionnement de l'instrument. Donc vous voyez, c'est un travail qui n'est pas un travail de réalisation, mais qui est essentiellement un travail d'étude et de suivi, technique et administratif d'une part, et organologique d'autre part. Voilà. Et ici à Reims, quelles ont été les grandes dates, des grandes étapes en quelques lignes? Alors, je suis cette opération depuis pratiquement une vingtaine d'années. C'est toujours très long de faire sortir un projet de cette importance. Les premières études que j'ai été amené à faire sur cet instrument ont commencé, je crois, vers 2006-2007. Peut-être que Vincent reprécisera cette date, il se souvient peut-être mieux que moi de cela. Et je crois que nous avons rendu les premières études en 2008. Et d'ailleurs, Vincent, qui débutait dans cette fonction, je l'ai en fait initié à cette activité. Et il s'est formé, en fait, il a commencé à se former à mes côtés à l'occasion
de ce grand instrument. C'était commencé par un beau morceau pour quelqu'un qui est en formation, je dois dire. Ça s'est bien passé, il est toujours là. Bon. Et en 2021, d'ailleurs, Vincent a obtenu lui aussi un agrément du ministère de la Culture pour pouvoir assurer, comme je le fais moi depuis plus de 35 ans maintenant, des missions de maîtrise d'œuvre. C'est donc la relève en ce qui me concerne. Donc 2008, voilà. Une étude est faite. Voilà. Alors elle est proposée ensuite. Une étude est faite. Ensuite, elle est proposée au service de la Direction régionale des affaires culturelles, qui va solliciter l'avis de la Commission nationale des orgues. Et ensuite, la Commission donc va statuer sur le programme qu'il convient de retenir. Ensuite, il faut monter financièrement ce dossier et il est clair que l'État ne se serait pas engagé tout seul à assurer les quelques 3,5 millions de travaux TTC qu'ont coûté cette opération. Donc il y a eu des échanges, des négociations et au sein desquels l'Association des Amis de la Cathédrale s'est largement impliquée, puisque, effectivement, je pense que M. Porret vous en a parlé hier, mais l'Association des Amis de la Cathédrale a largement participé, environ au tiers du coût de l'opération, pour pouvoir la faire aboutir. Ce tiers, je dois dire, était déterminant. S'il n'avait pas été là, il n'aurait pas démultiplié l'effort de l'État. Et en ce qui concerne le contenu des travaux, quel est le rôle du maître d'œuvre? Est-ce que c'est lui qui définit le contenu musical et artistique du projet, ou bien est-ce que c'est le facteur d'orgue? Alors, c'est effectivement dans la mission de la maîtrise d'œuvre de proposer des solutions techniques et musicales. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et je voudrais d'ailleurs évoquer quand même quelque chose à ce sujet, c'est que cet orgue de Victor Gonzalez que nous avons ici est un instrument qui n'avait pas bonne presse. Et notamment dans le milieu des organistes, beaucoup d'organistes avaient un peu une opinion toute faite selon laquelle cet orgue, en fait, il fallait finalement l'éliminer et puis faire autre chose. Alors, soit construire carrément un tout nouvel orgue moderne, soit à la limite reconstituer l'orgue que Nicolas de Grigny avait joué à la fin du XVIIe siècle, et bien d'autres hypothèses avaient été avancées. Ce sont des hypothèses d'ailleurs qu'on a quand même un petit peu envisagées, étudiées et chiffrées aussi. Et en fait, en étudiant le matériel de Victor Gonzalez, on s'est rapidement aperçu que cet orgue, c'était pas n'importe quoi. Et que la partie sonore, notamment, était extrêmement intéressante. Et ce qui est assez paradoxal, et qui démontre le peu d'intérêt qu'avait cet instrument vis-à-vis même des institutions, c'est que la partie du buffet d'orgue est classée depuis fort longtemps. Elle est classée, je crois même, depuis le 19e siècle, ou 1907. Bon. Mais la partie instrumentale a été étudiée pour son classement seulement en 1982. Et en 1982, l'arrêté de protection de cet instrument a conclu que, enfin, la protection a conclu qu'il fallait protéger dans cet instrument les quelques tuyaux anciens remontant à l'Ancien Régime, ce qui n'est pas grand-chose. C'est peut-être une centaine de tuyaux par rapport aux 6000 qu'il y a actuellement, c'est pas grand-chose. Et puis le matériel de John Abbey qui est intervenu en 19e siècle dans cet instrument, à l'exclusion, pour le classement, de tout le matériel Gonzalez. Donc, même au niveau de l'institution de l'État, on ne faisait pas grand cas de cet instrument de Victor Gonzalez. Et pourtant, alors quand on est arrivé, avec moi surtout, même Vincent lui se formait à cette époque-là, mais on s'est rapidement ensemble rendu compte qu'il y avait au niveau de la tuyauterie un ensemble extrêmement intéressant, très homogène, et que faire table rase de cet instrument, c'était sans doute quand même lourd de responsabilité, et qu'il y avait sans doute moyen de valoriser ce fonds. Et je pense que toi-même, Pierre, tu étais assez déjà dans cette optique à cette époque-là.
Alors, question naïve, même si je connais au fond de moi-même la réponse. Si l'orgue était intéressant, pourquoi ne pas avoir cherché à le restaurer exactement comme il était? Est-ce qu'il y avait quand même des défauts dans cet instrument? Alors effectivement, c'était un orgue extrêmement déficient. Alors les conditions déjà dans lesquelles cet instrument a été réinstallé en 1937-38 ont sans doute été difficiles pour Victor González. Mais toute la structure mécanique instrumentale, c'est-à-dire l'alimentation en vent, les sommiers, le tirage des notes, le tirage des jeux, était assez mal conçu et extrêmement défectueux. Et d'ailleurs, Arsène Muserel, son premier titulaire de cet orgue de González, s'est plaint très rapidement, quelques années après sa mise en service, des multiples carences de cet instrument. Donc en fait, ce qui nous est apparu important, c'est le matériel sonore, à condition qu'il soit effectivement réinstallé sur une structure mécanique complètement revue, complètement reconsidérée, et c'est finalement le programme qui a été retenu pour cette restauration qui, en fait, à cet égard, est autant une reconstruction qu'une restauration, puisque toute l'alimentation en vent, tous les sommiers, toute l'attraction des notes et l'attraction des jeux ont été refaits à neuf. Et dans la procédure de l'appel d'offres, plusieurs entreprises de facture d'orgue peuvent se présenter. Est-ce que chaque entreprise peut proposer ses propres variantes? Est-ce que chaque entreprise peut faire ses propres propositions? Ou est-ce que chaque facteur est tenu de respecter scrupuleusement les choix qui ont été imposés au départ? Alors, ce qui était imposé, c'est le programme. C'est-à-dire qu'on a conservé l'orgue de Victor González et la composition actuelle des jeux est sensiblement, très sensiblement, la même que ce qui existait avant les travaux. Après, on a défini un certain nombre de solutions techniques et des variantes possibles étaient envisageables par les différents candidats parce qu'on ne ferme jamais de façon complète un programme. Mais enfin, ce programme était quand même relativement précis sur le plan technique. Mais Pascal Coirin et son fils, Raphaël, ont proposé aussi avec Laurent Même, le chef d'atelier, des solutions qui, sur certains points de détail, pouvaient mieux leur convenir. Mais ce sont finalement des points de réalisation qui ne changent pas l'esprit général du programme. Et alors, avant de passer la parole à Alice, une fois que l'entreprise Coirin a été choisie, que les travaux ont commencé, quel a été le rôle du maître d'œuvre ou des deux maîtres d'œuvre entre le départ des travaux et aujourd'hui? Alors, évidemment, ça se fait par des visites de chantier. Alors, les visites de chantier se sont faites en deux lieux. D'une part, elles se sont faites sur site pour le démontage, pour leur montage et puis pour le suivi des travaux qui se sont vraiment réalisés non seulement pour l'instrument mais aussi pour le buffet, parce qu'il faut préciser que dans cette opération, il y avait donc non seulement la partie instrumentale à restaurer mais aussi à intervenir sur le buffet. Et Alice, de ce point de vue-là, pourra vous détailler ce qu'elle a eu l'occasion de faire. Maintenant, il y a eu aussi des réunions de chantier aussi en atelier. Moi, je me suis plus particulièrement occupé des réunions de chantier en atelier, et Vincent s'est plus centré, puisqu'il est rémois, ça tombait bien, il s'est plus centré sur les visites qui se sont faites sur site. Donc il est intervenu notamment pas mal sur la phase de remontage. Alors, j'aimerais bien justement lui donner la parole là-dessus pour qu'il vous fasse part de son expérience et du vécu qu'il a eu ici. Surtout qu'en plus, Vincent est aussi un des membres de l'équipe d'organistes ici. Vincent fait partie des équipes des organistes paroissiaux, effectivement. Donc il avait tout intérêt à faire en sorte que l'orgue soit réussi à l'arrivée, parce que sinon il n'en profiterait pas. Hein. Donc c'est vous dire à quel point il a pu s'impliquer, notamment dans la dernière partie du chantier pour suivre cette opération. Alors, je vais lui passer la parole là-dessus pour qu'il nous donne son expérience, parce qu'en fait,
l'orgue, la restauration de l'instrument a commencé en février 2021. Et c'est précisément à cette époque-là que Vincent a acquis son agrément en tant que technicien conseil. Alors, il reste évidemment sur ce point mon collaborateur dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, mais j'ai estimé qu'au bout d'une formation de pratiquement 20 ans, il avait quand même suffisamment d'autonomie et de compétences pour pouvoir assurer des visites de chantier sur site, auxquelles j'ai quand même un peu participé, mais plus modestement, c'est surtout Vincent qui a assuré une présence beaucoup plus suivie, beaucoup plus permanente sur ce chantier. Donc voilà ce que de mon côté je pouvais vous dire concernant la mission de maîtrise d'œuvre, mais aussi sur ce programme et les conditions dans lesquelles ce programme de restauration a été établi. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne regrette le choix d'avoir restitué dans des conditions absolument optimales cet orgue de Victor Gonzalez. Et je suis très content aussi d'annoncer, parce que maintenant on peut en parler, que l'atelier de Pascal Coirin et donc de son fils aujourd'hui, Raphaël, a mené donc de façon exemplaire la restauration de cet instrument et va participer de façon importante à la restauration de l'orgue de la cathédrale de Soissons, puisque le chantier va démarrer incessamment sous peu. L'entreprise vient d'être retenue et l'atelier la SCOP Coirin va donc pouvoir, après cette magnifique référence, faire œuvre de son expérience pour la restauration de l'orgue de la cathédrale de Soissons, qui avait été sinistré lors d'une tempête et qui ne fonctionnait plus depuis plusieurs années. Et donc, on peut penser que l'apport et ce qu'ont appris tous les artisans de cette entreprise va pouvoir bénéficier à l'orgue de la cathédrale de Soissons. Donc on se retrouvera dans quelques années, 2-3 ans, peut-être dans des conditions comparables à celle-ci, dans cette autre cathédrale. Allez, je donne la parole à Vincent. Alors, Vincent, moi j'ai une question. Lors des visites de chantier qui ont eu lieu régulièrement, est-ce que le rôle du maître d'œuvre, c'est d'être en quelque sorte un surveillant pour dire bon là les gars c'est pas ça que j'avais demandé, le planning n'est pas respecté. Est-ce que c'est ce rôle-là ou est-ce que c'est un rôle de dialogue et de concertation avec le facteur? Alors je répondrai simplement bonjour à toutes et tous. La réponse est très simple, c'est les deux. On est évidemment en charge de surveiller que l'entreprise respecte bien le cahier des charges qui a été défini, que le programme soit bien suivi. Et en parallèle de ça, on discute au fur et à mesure de l'avancement du chantier, parce qu'une fois l'orgue démonté, on n'est toujours pas à l'abri de certaines découvertes que l'on ne pouvait pas faire auparavant. Et à ces moments-là, il y a un dialogue qui s'établit pour se dire sur tel point, on a trouvé ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire de cette façon ou d'une autre, et on essaie dans ce cas-là de se mettre d'accord ensemble sur le meilleur parti à envisager, mais souvent pour des opérations de détail qui, dans tous les cas, ne remettent pas en cause le programme initial. Et ici, à Reims, est-ce qu'il y a eu, au fur et à mesure des travaux, des découvertes particulières qui ont poussé une réflexion pour modifier le projet initial? Je ne dirais pas énormément, puisque déjà l'entreprise elle-même avait proposé dans son offre des solutions alternatives que l'on trouvait pertinentes, comme par exemple l'approfondissement d'un plan sonore à l'arrière pour lui donner plus d'ampleur, de rendement sonore. Après, c'est vraiment de la mise au point de détails, comme la disposition des jeux à la console. Mais aussi, puisque c'était un chantier hors norme, notre rôle aussi, c'était d'assurer la parfaite harmonie entre les différents intervenants, puisqu'il y avait quand même plusieurs lots. Un lot échafaudage qui était conséquent, le lot de facture d'orgue et le lot buffet. Et un de nos rôles, c'est d'assurer que la coordination entre chaque se déroule de la meilleure façon possible. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières au cours de ces différentes années? Non. Il y a eu peut-être un souci de palan tombé en panne à un moment, mais l'ensemble des entreprises ont été réactives, chacune dans leur partie, et on peut dire dans l'ensemble que c'est un chantier qui s'est très bien passé. Alors je propose qu'on passe la parole à Alice.
Merci à toi, Pierre. Chacun pourra réintervenir, hein, bien sûr. Donc vous l'avez compris, cette restauration, on parle aujourd'hui de l'orgue González Coirin. Coirin, c'est un nom de famille. Devant ce nom de famille, il y a un certain nombre de prénoms. On a fait connaissance ici à Reims de presque toute la famille Coirin. Le facteur d'orgue que tout le monde connaissait au départ, c'est Pascal Coirin, qui est maintenant en fin de carrière, on peut le dire, qui prend sa retraite. Il l'a pris. Il a officiellement pris sa retraite. Mais par contre, ses enfants sont tous dans la facture d'orgue ou à proximité. Donc on a vraiment toute la famille Coirin qui a participé à la restauration de cet orgue. Et donc Alice a été en charge de la restauration du buffet, c'est-à-dire le meuble. Elle ne s'est pas occupée du tout, ni de la tuyauterie, ni de la transmission, mais vraiment le meuble en lui-même que l'on appelle le buffet. Donc Alice, je te propose en quelques mots de te présenter et de présenter brièvement ton entreprise et ce qu'elle fait. Alors, moi, je suis issue d'une famille de facteurs d'orgue, mais j'ai quand même voulu monter ma propre entreprise. Et surtout, ce qui m'intéressait, moi, dans mon parcours personnel, c'est la peinture, les vernis, le bois, le mobilier. Donc, je me suis spécialisée sur cette partie-là de l'orgue qu'on a beaucoup oubliée. En tout cas, à partir, on va dire, du XXe siècle, on a commencé un peu à dériver sur le respect, en fait, de ce qu'on appelle l'épiderme, c'est-à-dire le revêtement du buffet. Et depuis quelques années, grâce notamment à des recherches historiques et scientifiques un peu plus poussées, on s'y intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, Reims a bénéficié d'études un peu plus sérieuses sur l'épiderme. Il y a ce qu'on appelle, on a fait une étude stratigraphique sur laquelle on a fait des analyses d'échantillons de vernis pour découvrir comment était fait ce vernis. Donc c'est un vernis, c'est assez simple, mais c'est simple et ça dure. Voilà, c'est quand même, on redécouvre aussi des matériaux, etc. Donc voilà, mon travail, ça a été surtout de conserver l'épiderme de l'orgue. Et ici, alors à Reims, est-ce qu'on parle d'un simple nettoyage, entre guillemets, du buffet, ou est-ce qu'on parle d'une restauration avec des modifications ? Alors, quand on nettoie en restauration, c'est le premier geste à apporter, en tout cas sur un mobilier aussi monumental, ça fait partie des gestes de restauration, de base. On nettoie toujours. Après, les nettoyages pour ce genre de revêtement, c'est un peu compliqué. On ne peut pas sortir son carolin ou le savon noir pour aller nettoyer tout ça. Et alors, comment on nettoie un meuble qui fait 12 ou 15 mètres de hauteur avec un petit aspirateur de poche ? Tout à fait. Non, en fait, si vous voulez, je pense que vous avez l'image, si vous voulez, de ces restaurateurs de tableaux, par exemple, qui sont là avec leurs petits coton-tiges, voilà. Alors, nous, le coton-tige, on l'utilise pas tant que ça. Hein. On a adapté, en fait, si vous voulez, l'outillage. Mais on a la même démarche que pour les restaurateurs de tableaux, c'est-à-dire qu'on essaye d'identifier quel est le revêtement et quelle solution de nettoyage va simplement enlever la crasse et ne va pas dissoudre, par exemple, ce qu'on est en train d'essayer de préserver. Donc après, nous, on fait une quantité de tests pour essayer de savoir quel est le nettoyage le plus, on va dire, efficace et aussi le moins, on va dire, le plus doux pour l'épiderme qu'on veut conserver. Alors, j'ai eu l'occasion de monter dans le buffet un certain nombre de fois et je me souviens avoir vu des sacs remplis de poussière et avoir vu des lingettes toutes noires. Ça, alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi il y avait autant de sacs de poussière et autant de lingettes ? Alors, je pense que cet orgue n'a jamais connu un aspirateur. Grâce à moi, il a connu l'aspirateur. Je pense qu'on a enlevé des gravats. C'est la première fois que ça m'arrive d'enlever des gravats. Donc l'aspirateur, il n'arrivait même pas à manger, comme on dit, il n'arrivait pas à manger la poussière. On a dû vraiment retirer beaucoup de gravats et je pense qu'il a quand même... J'ai même retrouvé des petits bouts, je pense, de charpente calcinée, des bouts de vitraux, des animaux morts. Bon, ça, voilà, sous forme de momies quand même, c'est quand même assez remarquable. Voilà, on a enlevé, je pense, 1 mètre cube de gravats. C'est énorme, énorme, énorme.
Et après, oui, les lingettes noires, en fait, ça, c'est à l'issue du dépoussiérage, il reste toujours de la poussière ou des saletés, des impuretés qui sont un peu incrustées dans le revêtement. Donc c'est là où le nettoyage, on appelle ça le décrassage, c'est là qu'on utilise des lingettes que je fais moi-même, évidemment, et elles sont revenues, mais noires. Il a fallu faire quand même plusieurs passages pour arriver à une lingette. Une fois que la lingette est propre, c'est bon, le travail est fini, on va pouvoir passer à l'étape du vernissage, par exemple. Alors justement, à propos de vernis, est-ce que c'est toi qui as décidé d'utiliser tel ou tel vernis, d'utiliser de la cire, ou est-ce que ça se fait en lien, pour le coup, avec les maîtres d'œuvre? Alors voilà, nous c'est toujours, les décisions sont toujours collégiales. Nous, les restaurateurs, on connaît nos matériaux, donc on les identifie, on fait nos tests, etc. Et après, c'est pas à nous de décider. Après, c'est par exemple le maître d'œuvre ou la DRAC, le conservateur. C'est toujours un choix à plusieurs. On va essayer. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un geste le plus réversible possible, le plus aussi cohérent et esthétiquement que c'est une présentation qui soit aussi cohérente avec l'ensemble, c'est-à-dire avec l'instrument tel qu'il est. Par exemple, mettre de la cire sur un instrument d'Ancien Régime, maintenant, à l'issue des recherches qu'on a fait, c'est pas possible. Ça n'existait pas en fait à cette époque-là. La cire, elle, par exemple, a été utilisée pour du petit mobilier, pas pour du grand mobilier. Et alors les Rémois qui connaissaient l'orgue avant la Restauration remarquent aujourd'hui effectivement qu'il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus brillant, on remarque beaucoup plus, on identifie plus facilement chaque petit détail, chaque sculpture, mais lorsque les yeux vont vers le haut, on voit ces trois grandes statues qui n'ont pas tout à fait l'aspect qu'elles avaient auparavant. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors là, c'était la grande découverte en fait de ce chantier-là. C'est que quand on dépoussière, on commence toujours par le haut, c'est logique, hein, on fait du haut, voilà. Donc on a découvert des vestiges de peinture plutôt importants, ocre. Donc j'ai continué quand même le dépoussiérage pour aller vérifier que sur tout l'instrument on était bien. Enfin, est-ce qu'il y avait d'autres traces de peinture sur l'instrument pour pouvoir, voilà, après avertir les maîtres d'œuvre. Et quand fur et à mesure que je dépoussiérais, il y a beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête. C'est la première fois que je voyais quelque chose comme ça, où il y a un revêtement, on va dire, verni, et puis une différenciation aussi nette de quelque chose d'ocre. Il y a quand même un énorme contraste. Et c'est en regardant ce vitrail, le vitrail à l'arrière, en regardant le récit que le vitrail nous invite, le récit du vitrail, je me suis rendu compte que finalement, il y avait peut-être un dialogue entre ce vitrail et ce buffet. Et le fait de mettre cette couleur très dorée, c'est un ocre vraiment doré, je pense qu'il doit y avoir un lien entre le vitrail et ce couronnement de l'orgue. Et il y a aussi une chose toute bête, c'est que là, on voit la cathédrale éclairée grâce à l'éclairage artificiel, mais à une époque, on n'avait pas ça. Donc je pense que le fait de différencier comme ça le statuaire, de faire quelque chose de très ocre, ça permet aussi de deviner un peu mieux le détail en fait, de ce statuaire qui est à contre-jour et qui est difficile à voir si c'est noir. C'est déjà noir, si on ne met pas un peu de couleur, là, ça fait vraiment silhouette. Là, non, on devine un peu les drapés, les trompettes. Alors lorsqu'on était en haut du buffet, on a pu constater que de chaque côté, il y a donc deux anges musiciens qui jouent de la trompette. Et on a pu constater que certains doigts qui avaient été cassés ont été réparés, que le pavillon des trompettes ont été refaits, etc. Ce sont des détails qui sont très subtils, mais qui étaient visibles d'en haut. C'est plus subtil d'en distinguer vraiment la nature lorsqu'on est en bas. Pourtant, j'ai l'impression que le Christ au milieu, lui, il y a quand même un changement, et j'ai l'impression que la croix n'est pas tout à fait la même que celle qu'il y avait avant. Tout à fait. Alors la croix, quand on l'a démontée, on s'est rendu compte que c'était une tringle à rideau. Hein. C'était clair, et puis c'était vaguement vissé, donc en plus ça vacillait un peu. Donc avec Eric, on a décidé qu'il fallait que cette statue ait quand même une croix un peu plus digne de ce Christ. Et
Donc on a refait cette croix en copiant, enfin en s'inspirant d'une des croix qu'il y a dans le vitrail. Le dessin de cette croix, c'est vraiment, ça vient de ce vitrail de Reims, en rappel justement de ce dialogue entre l'orgue et le vitrail. Et alors, comme pour Vincent et Eric, est-ce qu'au fur et à mesure du chantier, il y a eu des difficultés particulières qui ont été rencontrées? Le froid. Non, réellement. C'est-à-dire que comme on travaille avec, en tout cas pour le vernissage, ça a été un peu compliqué, parce qu'on n'utilise que des résines naturelles. C'est des vernis qu'on fait nous-mêmes. Et ça n'a pas autant de performance que les produits issus de l'industrie. Donc on a par exemple l'humidité ou le froid, ça fait que on a on peut avoir des défauts. Donc le jeu, c'était vraiment de trouver la bonne température, de passer le vernis quand il fait bon et pas quand il fait trop froid. S'il fait trop humide, on attend, ou alors faut venir avec des sèche-cheveux pour assécher l'air autour. Bon voilà, c'est juste les conditions climatiques qui sont pas toujours maîtrisables. Mais Et un chiffre, si tu le connais, il a fallu combien de personnes et pendant combien de temps? C'est-à-dire, globalement, un chantier comme celui-ci a représenté combien d'heures en prenant en compte le tambour qu'il y a en dessous? Voilà, alors nous, on compte pas en heures, sinon le moral ne va pas. Non, on était à 3. Ça a été un peu des équipes, voilà. On était à 3 et on a fait bien 3 mois de travail pour tout l'ensemble. Et j'ai travaillé avec mon collègue Richard de Serres, qui lui est peintre, à l'origine peintre en lettres, c'est quelque chose de très rare, et il est vraiment très patient, très minutieux. Et j'ai aussi travaillé avec mon autre frère, Gabriel Coirin. Et voilà, c'était un chantier. J'étais en tout cas ravie de travailler avec mes frères. Et Alice a juste un défaut, si je puis dire, c'est qu'elle a tellement bien travaillé sur l'orgue et le tambour que maintenant il y a beaucoup de paroissiens qui fréquentent la cathédrale qui finissent par dire mais ce serait bien que la porte à côté et l'horloge soient restaurées elles aussi. Il n'y a pas de problème, je reviens. Il y a de nouveaux chantiers qui peuvent peut-être s'annoncer. Mais merci beaucoup. Donc dans la famille Coirin, après la sœur, voici le frère. Donc Raphaël qui lui s'est occupé de la partie instrumentale. Donc Raphaël, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter et présenter l'entreprise de facture d'orgue Coirin? Bonjour. Je suis le gérant de l'entreprise Scope Coirin. Cette terminologie de Scope elle est née au même moment que l'attribution de ce projet. C'est le premier projet de notre nouvelle entreprise. Cette entreprise est née au moment de la reprise en fait, de l'entreprise de mon père. Et nous avons décidé collectivement pas de choisir un chef et de lui donner la responsabilité de continuer, mais on se l'est donné collectivement et nous avons, tous les salariés, racheté l'entreprise pour pouvoir continuer. Je souhaitais parler de quelque chose qui me touche profondément au sujet de cet instrument, de 3 choses. De l'aboutissement d'une formation, de l'achèvement d'un projet inachevé et de l'aboutissement aussi d'un travail collectif. Alors je vous en ai déjà un petit peu parlé, voilà, c'est le premier projet d'une entreprise nouvelle. Mais quelque chose de plus important, c'est qu'il y a un lien entre notre entreprise et Victor Gonzalez, un lien historique. J'ai été formé par mon père, Pascal Coirin, lui a été formé par Philippe Hartmann, qui lui a été formé par Victor Gonzalez. Il y a donc une lignée de techniques d'harmonie et j'ai pu me rendre compte en travaillant sur cet orgue qu'il y avait des points communs. On parle le même langage. La deuxième chose, et c'est le projet inachevé que nous avons pu achever,
C'est donc le projet inachevé du Victor Gonzalez. Il a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Et là aussi, il y a un point commun, puisque nous aussi, nous avons vécu ça à Notre-Dame de Paris. Peut-être dans des conditions un petit peu plus favorables que les siennes. Mais donc nous avons ressenti le même stress, la même pression que lui, bon, pas sur le même chantier. Et c'est un honneur, véritablement, pour nous, de pouvoir achever ce qu'il avait commencé, dans très probablement son idée originelle. Je pense que le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il souhaitait avoir. Et donc, avec l'annonce de M. Brottier, je peux aussi dire quelque chose de très touchant pour nous, c'est d'avoir eu l'occasion donc de restaurer l'un de ses premiers instruments, un des plus grands de sa carrière, et finalement de pouvoir restaurer l'un de ses derniers, à Soissons. Donc c'est véritablement un très grand honneur pour nous. Et est-ce que la restauration de cet orgue ici à Reims ressemble aux autres restaurations menées par l'atelier, ou est-ce que chaque restauration est vraiment vécue comme une opération unique? Alors, toute opération est unique et elles se ressemblent toutes également, puisque ce sont des orgues, ils fonctionnent plus ou moins de la même manière. Je perds mes mots, excusez-moi, je manque un petit peu de sommeil cette semaine. C'était quoi la question Et oui, en quoi cette restauration ici est-elle unique? Alors, déjà, le cadre de travail est quand même exceptionnel. Travailler à la cathédrale de Reims, c'est quand même quelque chose, c'est un petit peu intimidant. Le gigantisme de la cathédrale et celui de l'orgue, c'est sûr qu'on ne voit pas ça tous les jours. Alors effectivement, on venait de finir Notre-Dame de Paris, alors c'est très comparable. Mais il y a une grande différence, c'est qu'à Notre-Dame de Paris, nous n'étions pas juste nous n'étions pas juste la Scope Quarin. On avait plusieurs entreprises, on était très bien entourés. D'ailleurs, ici aussi, on va être extrêmement bien entourés entre les techniciens conseils et les organismes qui nous ont énormément aidés à finaliser ce projet. Et en quelques mots, quelles sont les grandes caractéristiques de cette restauration, si on devait les définir simplement en quelques lignes? Alors, il y avait un petit peu alors déjà le style de l'instrument, ce style néoclassique qui existe depuis les années 20, les années 30, et a toujours été un petit peu un style incompris, peut-être du fait qu'au début du XXe siècle, on avait un petit peu perdu les connaissances du style classique. Alors c'était très difficile de faire cette synthèse. Aujourd'hui, presque un peu moins de 100 ans plus tard, on a réacquis ces connaissances et donc c'est plus évident de mener le projet à bien. Et sur les 6654 tuyaux de l'orgue, il y en a 13 seulement qui sont restés ici, donc parce qu'ils étaient trop grands pour être trop fragiles pour être transportés. Mais les 6600 et quelques autres tuyaux qui sont descendus dans le sud, dans l'atelier, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 6000 tuyaux pendant la restauration? Est-ce qu'il y a eu des opérations qui ont été faites sur la tuyauterie dans l'atelier? Oui, on les a évidemment nettoyés, hein, parce que quand on entend à Alice l'état du buffet, on imagine que la tuyauterie est plus ou moins dans le même état. Donc ça a été nettoyé, restauré, puisque quand même au bout de 70 ans, les tuyaux s'affaissent, les tuyaux s'abîment, les divers entretiens poussent à modifier la forme des tuyaux, enfin bref. Donc tous ces tuyaux ont été restaurés, ils étaient relativement en bon état. En étudiant les caractéristiques des tuyaux, on a pu confirmer qu'il n'était pas nécessaire de modifier l'harmonie originelle, c'est-à-dire de ne pas modifier les caractéristiques qui définissent l'harmonie, les hauteurs de bouche, notamment en fait c'est surtout les hauteurs de bouche, puisque
c'est une opération qui, une fois appliquée, est irréversible. On changera définitivement la caractéristique du tuyau si on change la hauteur de bouche. Donc ça veut dire que sur l'ensemble de la tuyauterie, finalement, il y a eu plus de nettoyage que de modification. Il y a eu non, c'est kiff-kiff, mais chaque tuyau, forcément, est toujours restauré. Tous les pieds sont à restaurer, puisque, naturellement, il s'affaisse dans les faux sommiers. Il y a eu des tuyaux à rallonger, il y a eu des opérations basiques, mais c'est vrai que sur plus de 6000 tuyaux, ça tout de suite a fait un travail colossal. Alors là aussi, est-ce qu'il y a eu des découvertes particulières ou des difficultés particulières pour la restauration des tuyaux ? Alors, des découvertes particulières, oui, et notamment, et d'ailleurs la difficulté était aussi sur ces mêmes tuyaux, c'est donc ces 13 grands tuyaux de façade. Il a fallu les décapiter, c'est-à-dire séparer le corps et le pied, pour pouvoir travailler sur les biseaux qui étaient complètement rabaissés. Ils s'étaient pliés sur eux-mêmes parce que conçus trop fins. La surprise a été, quand on a démonté le biseau, de s'apercevoir que dessous, ils étaient signés par le tuyautier de chez John Abbey. La difficulté, ensuite, ça a été de manipuler ces tuyaux. Alors, quelques personnes, j'imagine, dans le public étaient là pour la démonstration. Mais c'était vraiment impressionnant. On ne fait pas ça tous les jours en facture d'orgue, descendre des 24 pieds et les mandriner, c'est-à-dire enlever les bosses dans des grandes formes. Ça ne se fait pas tous les jours. Et surtout, ressouder les pieds au corps. Et ensuite, les remettre en place sans les abîmer. Et donc, 99% des tuyaux aujourd'hui sont ceux qui étaient là avant la restauration, mais on l'a bien compris, ils ont été nettoyés, améliorés, corrigés, etc. Mais on a 99% de l'ancienne tuyauterie. Et est-ce que ces tuyaux ont tous été replacés au même endroit, au millimètre près, ou est-ce qu'il y a eu de la liberté ou de l'innovation dans le placement de ces différents tuyaux ? Oui, on a apporté quelques modifications, évidemment dans le but d'améliorer l'instrument. Et il y avait une mode du temps de Victor Gonzalez à faire des pleins jeux très très aigus, ce qui a fait ses preuves et ne plaît pas définitivement. Donc nous avons recomposé un certain nombre de pleins jeux pour les rendre un petit peu plus graves, un petit peu moins stridents. Voilà, c'est plus musical. Et on a aussi travaillé sur trois jeux. Donc c'est des jeux de mutation qui sont des tierces et des quintes, en transposant finalement un jeu de quintes de 2 pieds 2 tiers en 5 1 tiers. Alors c'est peut-être sûrement du chinois ce que je vous dis, mais on a agrandi le jeu, c'est-à-dire on a enlevé une octave aiguë et on en a ajouté une grave pour qu'il soit plus grave. Ça a pour effet de compléter l'échelle harmonique de la composition de l'instrument. Comme ça, il n'y a plus de trous entre les différents éléments, en sachant que c'est un orgue qui a un 32 pieds, donc la valeur la plus grande dans un orgue. Et combien de personnes sont intervenues sur cette restauration ? Alors, il y a eu énormément de personnes qui ont travaillé sur cet instrument, puisque, comme je vous l'ai dit, on a fait ces travaux en parallèle de ceux de Notre-Dame de Paris. Donc, l'atelier était sans cesse réorganisé. Et donc, on avait des nouveaux, on avait des anciens qui partaient. Voilà. Donc, beaucoup de gens ont travaillé sur différentes parties. Par exemple, c'est un compagnon du devoir qui a fait les marqueteries de la console. C'est un autre compagnon qui a fait le meuble de la console. Alors justement, il y a une question que me posent beaucoup de personnes ici ou des jeunes au conservatoire. Dans un atelier de facture d'orgue, est-ce que chacun est compétent pour travailler aussi bien le bois, le cuir que les tuyaux ou l'informatique, ou est-ce que chacun a un rôle précis sur un poste de travail précis, indépendamment de Reims, encore une fois? Disons qu'il y a quatre corps de métier bien distincts.
il y a la partie bois. Alors, tu fais bien de le souligner, puisque les ébénistes, les menuisiers, quand ils travaillent dans une facture d'orgue, ils ne travaillent pas que le bois. Ils sont obligés de travailler également les métaux, l'acier, et aussi la peau, pour tout ce qui est étanchéité. Et ils doivent fabriquer des éléments qui fonctionnent mécaniquement, ce qui se rapproche d'un tiroir, par exemple, mais c'est quand même un petit peu plus rigoureux pour un orgue. Donc ça demande une attention particulière. Ensuite, on a les tuyautiers, donc, qui fabriquent et restaurent les tuyaux d'orgue. On a également le bureau d'études, donc le cerveau de l'entreprise. Et là, on conçoit les plans, on crée les projets. Et pour finir, les harmonistes qui vont donner la voix à l'orgue. Et ce chantier ici, donc ça s'est étalé sur plusieurs années. On a une idée d'une estimation du nombre d'heures. On est largement au-delà de 30 000 heures, il me semble. Donc on peut dire que c'est un des plus gros chantiers menés par la maison Coirin avec Notre-Dame de Paris. Étant donné que Notre-Dame de Paris, nous n'étions pas seuls, je dirais que oui, c'est le plus gros projet de l'entreprise Coirin. Bon, je pense qu'on a fait une présentation globale à la fois des interventions qu'il y a eu sur l'étude, sur la réflexion en amont, le travail sur le buffet, le travail sur la tuyauterie. Bon, il y a une dernière partie, évidemment, c'est la partie informatique qui est particulièrement développée ici à Reims, où là, c'est pareil, ce sont je fais un petit aparté, hein, ce sont à la fois des facteurs d'orgue de l'entreprise Coirin qui ont soudé les éléments, mais en lien avec une entreprise italienne qui, elle, a imaginé le logiciel et la partie cerveau de l'orgue. Oui, c'est bien que tu parles de ça, puisque cet orgue, il est équipé d'une technologie particulière de traction de notes. On appelle ça la traction proportionnelle. Donc la traction se fait avec un petit moteur qui va donc tirer la note quand on appuie sur le clavier. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ces systèmes étaient, on-off, c'est-à-dire qu'on appuyait sur la note, ça ouvrait la soupape, le moteur tirait, et puis c'est tout. Maintenant, c'est quelque chose qui reproduit exactement le toucher. C'est-à-dire que quand on enfonce doucement et on relève doucement la note, l'électroaimant reproduit exactement le même mouvement. C'est dans l'objectif de reproduire la sensation du toucher d'un orgue mécanique. Et j'ai pu entendre Olivier Latry dire qu'il était très convaincu par ce système, notamment ici. L'entreprise qui a mis au point ce système, cette entreprise italienne, s'appelle Eltec Automazioni. On avait travaillé auparavant avec eux, et d'ailleurs, il me semble qu'on a été une des premières entreprises à mettre au point un orgue électroproportionnel à Grimaud, dans le sud de la France. Et ensuite, on a pu le faire ailleurs, comme à la cathédrale d'Orange, dans le Vaucluse, ou la cathédrale de Lyon. Et c'est un véritable plus pour le monde de l'orgue. Je veux dire qu'après Cavaillé-Coll, c'est très difficile d'inventer quelque chose en facture d'orgue. Et là, au moins, on a atteint quelque chose de vraiment très intéressant et qui permet la conception, d'imaginer des instruments différents qu'on ne peut pas faire mécaniquement. Alors après toutes ces explications, je propose que la parole circule si elle a besoin de circuler. Donc les mains vont se lever et donc des questions. On va parler des chamades. Qui les a initiés ? Qui a initié les chamades et qu'est-ce que ça apporte à l'instrument comme nouveauté ? Alors, je pense que c'est nous qui avons initié cette idée. Ça apporte la faiblesse de cet instrument, ça a été ses hanches, puisque justement, on est dans une époque où on pense le matériel sonore différemment d'aujourd'hui. Et notre entreprise, et particulièrement mon père, a brillé dans sa carrière, notamment avec ses jeux d'hanches. Donc il sait, lui, par expérience, que les tailles fines proposées ici par Victor Gonzalez n'apportent pas forcément le résultat qu'on attend.
on attend d'une chamade, rentrer, l'entrée du roi. Et donc, on a voulu apporter cette touche supplémentaire à l'instrument pour lui donner encore plus de punch. Et ça, de mémoire, ça fait partie des choses qui ont été proposées par l'entreprise, mais qui n'étaient pas imposées, si ma mémoire est bonne, dans l'appel d'offres initial. Les chamades, ce sont les tuyaux les tuyaux qui sont horizontaux de chaque côté du positif. Alors il y en a aussi tout en haut de l'orgue, mais on ne peut pas les voir. Il faut prendre beaucoup de recul pour pouvoir les voir. Alors il y avait une question par ici. Oui, je réponds. Je peux répondre. La question portait sur la console mobile et sur les électroaimants proportionnels. Donc la console mobile, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est pas forcément fréquent, mais ça existe dans d'autres lieux. Il y a notamment un exemple célèbre à Paris, à Saint-Eustache. Il existe ici une deuxième console en tribune. Les deux consoles sont rigoureusement identiques et elles n'ont pas de fonction différente. C'est exactement comme un écran d'ordinateur, comme un ordinateur que l'on pourrait utiliser avec deux claviers différents. Et les électroaimants proportionnels sont installés à l'intérieur de l'orgue et peuvent être utilisés par l'une ou l'autre des deux consoles. Ah, il y a juste un câble informatique qui est rangé là-bas, gris, qui est très fin et qui envoie toutes les informations à la tribune. La question portait sur le fait d'avoir gardé ou non une transmission mécanique en haut, doublée d'une transmission électronique avec la console du bas. Alors c'est une option qui a été étudiée, qui était même une option sérieusement envisagée dans l'appel d'offres. Et il s'est avéré qu'on a écarté ça, notamment pour des questions d'encombrement, parce que l'orgue est extrêmement rempli. Et conserver une structure avec une traction mécanique des notes aurait encore rempli encore plus l'instrument. Et comme l'un des buts, c'était justement d'aérer cet instrument pour que la tuyauterie parle mieux, le fait de conserver une traction mixte mécanique-électrique aurait été très compliqué. Et en fait, c'est pour cette raison qu'on est arrivé au fait de faire une traction proportionnelle, c'est-à-dire une traction sensitive qui fasse que le mouvement de la soupape est asservi au mouvement du doigt sur la touche. Donc, avec cette technologie, non seulement on gagnait de l'espace, mais finalement, on obtient par un procédé électrique ce qu'une traction mécanique permettrait de faire. Est-ce que les jeux d'anches ont été simplement nettoyés et remis en place, ou est-ce que ces jeux d'anches, les trompettes, clairons, chromornes, etc., ont profité du nettoyage pour être légèrement modifiés ou profondément modifiés? Je dirais que ce qu'a fait Victor Gonzalez sur les jeux d'anches, ce n'est pas une erreur, c'est une partie de l'histoire de la facture d'orgue. On a quand même agi sur... parce qu'ils ne sonnent plus comme avant, plus exactement, sur ces jeux, notamment sur les courbures. Les courbures ont été retravaillées, des tuyaux ont été rallongés, mais les rigoles, c'est bien que vous souligniez ce point, n'ont pas été remplacées, puisque comme je vous le dis, en fait, c'est un moment de l'histoire, et de les remplacer, ce serait effacer une idée qui n'était pas si mauvaise. Alors on a décidé de les conserver. Ce que j'ajouterais personnellement aussi à ce sujet, c'est que effectivement, ces anches de Victor Gonzalez peuvent, notamment quand elles sont utilisées de façon soliste, les anches fortes, j'entends, je ne parle pas des hautbois ou des chromornes, mais des trompettes, clairons, elles peuvent un petit peu heurter les oreilles quand on a, je dirais, une autre approche des jeux d'anches, plus française, plus classique française, ou voire même comme les anches que faisait Aristide Cavaillé-Coll. Mais par contre, ces anches, elles ont quand même un mérite, c'est qu'elles se mélangent beaucoup mieux dans le tutti au plein jeu. Et si on avait des anches beaucoup plus françaises dans leur tradition, comme le faisait Cavaillé-Coll ou comme le faisaient les anciens sous l'Ancien Régime, on ne pourrait pas
mélanger ses anches au plein jeu. Et c'est ce qui fait quand même l'une des caractéristiques de la musique néoclassique, c'est de pouvoir justement mélanger ses anches avec les pleins jeux. C'est Alice, je pense, qui peut peut-être répondre sur la différence entre l'épiderme et la structure interne de l'orgue. Vous avez le droit. Donc non, le buffet était en très bon état. C'est du chêne bien solide, avec très peu de xylophages qui l'ont grignoté. Donc on a eu rien du tout à reprendre. Juste si des doigts de sculpture, mais on va pas dire que c'est très structurel, donc c'est vraiment du détail. Par contre, à l'intérieur, oui, il y a eu des modifications, mais je laisse Eric en parler parce que là. Alors, en fait, dans un orgue comme celui-ci, sous l'Ancien Régime, le buffet était porteur de la partie instrumentale. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, Victor González avait construit une charpente interne sur laquelle il avait installé l'ensemble de la partie instrumentale. Et en fait, on a conservé dans les grandes lignes cette charpente qui est toujours présente, qui est constituée d'une part de poutres en bois et d'autre part de profilés métalliques. En fait, on a essentiellement pour les charges verticales des poteaux en bois et pour les charges horizontales qui induisent de la flexion, on a plutôt des parties métalliques. Donc, pour s'adapter à la nouvelle architecture de l'instrument, il y a eu des modifications, mais qui finalement sont restées de détails sur cette charpente de González qui a été conservée. Alors, on a une question qui nous arrive de Saint-Malo. Aurait-on pu installer un plan sonore dans l'esprit des plans sonores classiques français du XVIIIe siècle dans la partie supérieure de l'orgue ? Alors, oui, on aurait pu. Techniquement, c'était envisageable. Cela étant, ce n'était pas ce qu'avait prévu Victor González et l'objectif, c'était de respecter l'esthétique générale de González et non plus d'agrandir ce plan de González. Le problème des instruments de cathédrale, c'est que souvent, ils n'arrêtent pas de grossir. À chaque fois qu'on les restaure, on augmente et on ajoute des jeux. On est arrivé à 90 jeux avec l'orgue de Victor González. Disons qu'on est arrivé à un terme qui ne semblait pas appeler d'ajouter encore un nouveau plan sonore. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, à défaut d'un cornet classique de récit, on a quand même aujourd'hui deux plans sonores qui sont le récit et le grand chœur, le solo plutôt, et qui possèdent chacun des mutations. Donc, on peut, de cette façon-là, et d'ailleurs Olivier Latride l'avait parfaitement montré dans son offertoire, dans l'offertoire qui commençait son concert, on a en fait des mutations et des cornets à pratiquement tous les claviers. Donc, ajouter en plus un cornet à cet orgue néoclassique, ça faisait un peu... c'était pas opportun. Alors, pour les jeux, quels sont les plus beaux jeux de cet instrument ? C'est difficile de dire parce qu'il y a beaucoup de belles choses en fait. C'est vraiment un orgue de couleur. C'est un orgue de couleur, effectivement. Victor González avait introduit dans cet instrument des jeux qui correspondent à plein d'influences en fait. Notamment Rudolf von Beckrath avait travaillé avec Victor González et il y avait dans cet orgue ce qu'on appelait avant un plan d'écho, qui en fait n'était pas un écho, mais qui s'appelait comme ça, et qui comportait des jeux inspirés de la facture ancienne d'Allemagne du Nord, des ranquettes, des chalumeaux, donc des jeux d'anches assez particuliers, inspirés vraiment de la facture nord-allemande du XVIIe siècle notamment. Et ces jeux étaient tout à fait originaux dans l'orgue de Victor González. Moi, je trouve que ça fait partie de ces jeux très spéciaux qui ont été, bien entendu, rétablis dans cet instrument, notamment dans le plan de solo. Alors après, d'autres jeux, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Moi, le mélange, je pense, qui saisit, entre guillemets, tout le monde avec l'orgue avant et l'orgue après, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est le grand plénum. Le grand plénum. Qui a retrouvé une majesté que personne même n'imaginait. Alors, ce qu'on peut même dire d'ailleurs concernant ce grand plénum, c'est que grâce à la fée électricité,
le jeu de 32 pieds qui existait avant et qui jouait à la pédale, ce jeu de 32 pieds maintenant peut aussi se jouer manuellement. Et donc le grand plénum de l'orgue est basé sur le 32 pieds. Et ça, c'est une nouveauté parce que on ne pouvait pas le faire dans l'orgue de Victor Gonzalez. Et de toute façon, ces tuyaux ne parlaient plus depuis longtemps. Les tuyaux les plus graves étaient hors service. Et c'est tout à fait impressionnant parce que quand ce plein jeu de 32 pieds est joué, on a une assise sonore avec des basses incroyables et une noblesse qui je crois, est absolument extraordinaire. Ça, sans doute, effectivement, c'est un des mélanges les plus incroyables qu'on a ici. Alors, pas beaucoup d'orgues français qui peuvent se vanter d'avoir un plein jeu de 32 pieds comme ça. Je fais le lien justement avec le concert de ce soir. Moi, je commencerai le concert en jouant l'Ave Maria Stella Algrini. Donc au début, on entendra en même temps et le grand plein jeu 32 et la chamade, la nouvelle chamade. Et puis dans le dialogue sur les grands jeux, on entendra justement les différents cornets et notamment le cornet du récit et le cornet du solo boîte fermée. Donc on aura tous les jeux qui ont été évoqués. Donc je propose une dernière question peut-être, puisque l'heure tourne malheureusement. Je peux répondre avec une preuve, une explication scientifique. Avant la Restauration, en fait, on a la chance d'avoir parmi l'équipe des organistes paroissiaux Emmanuel Demars, qui est professionnellement ingénieur en acoustique. Et avant la Restauration, il avait fait une étude acoustique de la cathédrale, c'est-à-dire que l'orgue avait joué un très gros accord et il avait mesuré l'acoustique partout dans la cathédrale. Et il voudrait, lui, à titre personnel, ça ne lui est pas commandé, mais c'est une expérience qui lui tient à cœur, il voudrait refaire exactement la même expérience pour justement mesurer à la fois la différence de puissance de l'orgue, ça c'est une chose, mais la deuxième chose, c'est la manière dont le son se disperse dans la cathédrale. Ça n'a rien à voir avec la puissance. Le petit orgue qui est ici, par exemple, évidemment, il n'a pas de puissance, mais on l'entend parfaitement au fond de la cathédrale. Donc je pense que grâce à la nouvelle étude acoustique, on s'apercevra sûrement que l'orgue est plus fort, mais que, deuxième chose, on l'entend avec netteté beaucoup plus loin dans la cathédrale. Alors, je voulais revenir à une des questions qui avait été posée, qui était qu'est-ce qu'un orgue néoclassique ? Quand on arrive au début du XXe siècle, on a la prédominance des instruments dits romantiques ou symphoniques, c'est-à-dire que dans la conception, on voulait un orgue qui soit le pendant de l'orchestre, avec ses masses d'instruments, des solistes, vraiment dans le but d'imiter l'orchestre. On sait que le dernier orgue construit par le grand facteur d'orgue du XIXe siècle, Cavaillé-Coll, était conçu pour le commanditaire, le baron de l'Épée, pour pouvoir jouer de la musique de Wagner, des transcriptions de Wagner. Donc on voit bien quelle était la ligne esthétique des orgues de cette époque. Et au début du XXe siècle, on commence à retrouver de l'intérêt, grâce à Alexandre Guillemant, à la musique ancienne. Et on s'est dit, mais il faut qu'on retrouve ou qu'on construise maintenant des orgues où l'on puisse finalement rejouer ce répertoire de façon satisfaisante. Comme l'a dit Raphaël, les pratiques s'étaient perdues. Et dans ces constructions, finalement, on ne connaissait pas les pratiques. Et ça a donné finalement naissance à ce type d'instrument néoclassique, fait au départ pour pouvoir jouer de façon satisfaisante la musique ancienne, mais aussi la musique qui a été écrite au XIXe siècle. Et on s'est rendu compte qu'au final, ce compromis ne marchait pas. Ça n'était pas typé, c'était pas les mêmes sonorités, que ça soit pour les anches ou les jeux de fond, comme ça a été évoqué. Et finalement, partant de là, c'est un type d'orgue, l'orgue néoclassique, a fini par donner naissance à son répertoire propre par les compositeurs de son temps. Olivier Messiaen, Jean Alain, Maurice Duruflé, on en a déjà écouté, qui ont pris avantage de cette conception sonore pour créer une musique nouvelle. Comme quoi, à chercher le style ancien, on en vient à créer quelque chose de nouveau derrière. Et effectivement, par la suite, cette esthétique avait été dénigrée parce qu'on s'était affiné, on s'est affiné sur le plan technique en retrouvant le geste des anciens. Et aujourd'hui, on en revient, en tout cas pour des instruments importants comme celui-ci ou Soissons, notamment les orgues néoclassiques de l'entre-deux-guerres, qui avaient conservé une certaine tradition du XIXe siècle, qui s'est ensuite perdue dans les orgues après la Seconde Guerre mondiale notamment, où on est parti un peu dans des
des partis pris extrêmes. Pour terminer, finalement, les travaux d'aujourd'hui, quand on y repense, le premier projet de Gonzalez en 1936, c'était un projet avec un orgue à transmission électrique. Les Beaux-Arts ont dit non, on ne veut pas d'électricité dans cet orgue, on ne veut pas qu'il y ait à nouveau le feu dans la cathédrale. Et c'est pour ça qu'il a été imposé à Victor Gonzalez une traction mécanique. Et par la suite, en plus, on a demandé à faire rajouter des jeux de plus en plus au fur et à mesure de la conception, ce qui a abouti à l'orgue que l'on connaissait avec une mécanique. Moi, quand je l'ai vu en 2005, c'était vraiment la machine infernale. Ça ne pouvait pas fonctionner. Donc finalement, avec les travaux, on respecte l'idée initiale qu'avait Victor Gonzalez par cette traction électrique, où les jeux de pédales étaient montés conçu en série, c'est-à-dire on a une série de tuyaux qui fait la tessiture du pédalier, auquel on ajoute une octave supplémentaire pour pouvoir transposer ce jeu une octave au-dessus. Ce que ne permettait pas une mécanique traditionnelle, ce qui a imposé à Victor Gonzalez d'avoir des séries complètes de jeux de 30 tuyaux, plus 30 tuyaux, plus 30 tuyaux, alors que l'on pouvait faire 30 tuyaux, plus 12 tuyaux pour faire cette extension. Et c'est finalement ce qui a été fait à cette dernière restauration pour gagner de la place dans l'orgue. On a mis les jeux de pédales en série, justement, 16, 8, 4, qui correspond à une même série de tuyaux et non 3 différentes, ce qui a permis d'enlever les gros tuyaux et faire respirer l'orgue, et ça, c'était aussi un des objectifs. Donc, dans un sens, on revient un peu à l'idée initiale de Victor Gonzalez dans la conception technique, et on peut être que ravi finalement du résultat obtenu aujourd'hui avec cette cohérence qui a été retrouvée sur l'ensemble. Voilà, je voulais terminer avec ça. Et pour conclure, je dirais que les concerts, justement, sont assez représentatifs, je pense, du répertoire que l'on peut jouer. C'est-à-dire que ce soir, il y a du Nicolas Grigny, Vincent Dubois a joué du Bach, vous avez entendu de la musique de Vincent Paulet, vous avez entendu de la musique qui s'étale sur plusieurs siècles, et je pense que ce qui va caractériser cet orgue, c'est justement cette palette sonore qui permettra de faire le grand écart entre différents répertoires avec une prédominance pour la musique française du début du XXe siècle, bien sûr. Voilà, donc un grand merci à vous quatre, et puis rendez-vous ce soir.